Quand on parle de souveraineté alimentaire, il y a des questions tout de suite qui arrivent en tête, bien sûr, puisque nous sommes dans un pays qui est historiquement un pays agricole, qui s'est retrouvé dans des situations de concurrence déloyale, avec tous ces traités de libre-échange contre lesquels, évidemment, nous sommes très, très opposés, la situation des agriculteurs qui sont dans des situations de plus en plus défavorables, avec évidemment tout ce qui peut leur arriver demain, puisqu'on voit bien que, d'un point de vue démographique, la situation des exploitations agricoles est de plus en plus difficile. Et puis, bien entendu, toutes les démarches qualité, les questions diverses et variées de localisme, aussi les solutions que l'on peut apporter dans ce domaine de sécurité alimentaire aussi, un domaine qui évidemment est absolument essentiel. Enfin, tout cet avenir qui, en réalité, dans lequel on doit évidemment prendre les décisions qui conviennent dès à présent, parce que ça engage effectivement tout notre avenir. Donc bon, nous sommes dans ce domaine avec des questions, avec des accidents bien sûr climatiques, avec des secteurs particuliers. Moi, je pense un petit peu à la viticulture. Parce que j'ai été dans d'autres à l'Assemblée, notamment vice-président au viticole à l'Assemblée nationale. Alors ça a un avantage, la viticulture quand même, et d'autres secteurs, c'est que on ne peut pas on exporte les bouteilles, mais on garde les vignes. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est pas délocalisable. Donc c'est les terroirs. Bon, c'est une petite anecdote, enfin une petite digression, disons, mais qui est importante parce que le monde viticole évidemment, et aussi c'est l'ambassadeur, je dirais aussi d'une certaine culture française, d'une certaine qualité française. Enfin, tout ceci touche de près, je dirais, finalement, ce secteur agricole, qui est un secteur traditionnel, disons-le, français. Voilà. Et on ne voudrait pas perdre aussi notre souveraineté et notre identité à travers tout cela. Enfin, tout ceci, M. Ougarni, vous allez nous synthétiser, vous allez nous dire aussi ce que vous en pensez sur tout ce qu'il convient de faire. Mais avant, je vais donner la parole, bien sûr, à Gilles Le Breton, membre à la Commission agriculture, spécialiste aussi de ces questions. Alors moi, j'ai été nommé par les hasards d'une carrière politique membre de la Commission agriculture. C'est un thème qui m'a toujours intéressé, puisque issu de l'Ouest, je suis issu de régions pour lesquelles l'agriculture, la ruralité sont des réalités de premier plan. Mais j'ai été amené à m'intéresser de plus près à l'agriculture et j'ai été vite mis dans le bain, heureusement avec l'aide de beaucoup de spécialistes qui m'entourent. Et je peux attester que ce problème de la souveraineté alimentaire, c'est vraiment un problème crucial qui m'occupe pas mal de temps depuis maintenant 3 ans. J'ai été témoin des difficultés que ça pose lorsque je me suis occupé des négociations de la nouvelle PAC, puisque je me suis retrouvé à être un des 7 députés négociateurs de la partie plans stratégiques nationaux, qui à mes yeux était la partie essentielle. Et tout l'enjeu de ces négociations, c'était de donner à chaque État membre de l'Union un maximum de souplesse pour adapter la PAC à ses besoins propres. Et je pense qu'on a réussi à faire tout ce qu'on pouvait en ce sens. Je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire pour les plans stratégiques nationaux. Si un État veut véritablement adapter cette politique agricole à ses besoins, il le peut. Alors encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de le faire. Mais je peux vous dire que les débats ont été très très vifs. Il y avait schématiquement la gauche qui voulait limiter au maximum la marge de manœuvre des États membres et puis la droite et le centre qui finalement se retrouvaient majoritaires et puis qui ont réussi à imposer cette marge de manœuvre. Donc pour moi, c'est un élément qui est favorable à la souveraineté alimentaire de chacun des États membres et notamment de la France puisque nous avons la possibilité de pourvoir à cette souveraineté alimentaire si nous en avons la volonté politique. Donc on a l'outil technique. Et puis le deuxième texte, qui celui-là, hélas, m'a beaucoup affolé, c'est la déclinaison du pacte vert qui s'intitule Farm to Fork, la stratégie de la ferme à la fourchette. Et là, c'est tout à fait d'autre chose dont il s'agit, puisque ce qui est mis en œuvre, c'est une stratégie de décroissance qui est tout à fait néfaste à la recherche d'une souveraineté alimentaire. Vous connaissez sans doute les grands objectifs de cette stratégie à l'horizon 2030, donc c'est demain, moins 50% d'antibiotiques pour le bétail, moins 50% de pesticides, moins 20% d'engrais, une augmentation de l'agriculture biologique dans des proportions très importantes, on est à peu près à 9% pour l'instant, il faudrait arriver à 25%, etc. Et
Me direz-vous, quel est le résultat de tout ça? Eh bien, nous avons beaucoup d'études indépendantes qui nous ont fourni leurs résultats, dont une qui avait été commandée, ça ne s'invente pas, par la Commission de Bruxelles elle-même et qu'elle a dissimulé pendant 6 mois, tellement les résultats étaient affligeants, c'est-à-dire qu'on nous annonce une chute de la production agricole européenne en moyenne de 15%. Et évidemment avec une chute des revenus des agriculteurs européens à peu près équivalente de 15%. Voilà ce qui nous attend si on se laisse faire. Donc le combat est engagé, en tout cas par une majorité de la Commission agriculture, toute tendance politique confondue, je dois le dire, qui essaye de lutter au maximum contre cette stratégie Farm to Fork. Le malheur, c'est qu'au moment de voter en assemblée plénière, eh bien, il y a toujours une majorité qui se dessine pour soutenir ce genre de choses. Mais les gens qui connaissent vraiment l'agriculture, je peux vous le dire, sont unanimement contre cette stratégie qui est vraiment déraisonnable et néfaste à cette souveraineté alimentaire. Alors voilà, je ne vous en dis pas plus. Monsieur Vaugharny, maintenant, va nous donner, j'espère, des pistes de solutions pour nous sortir de cette ornière. Modestement, je dirais que je vais simplement porter, en tout cas, un avis, une expérience et surtout engager le débat. D'abord, je tiens Jean-Paul Gilles Jordan qui est avec nous. Je suis très honoré, en tout cas, que vous m'invitiez à débattre pour moi d'un sujet absolument primordial pour l'avenir de notre continent et des 500 millions d'Européens. Je suis un paysan, parce que pour moi, d'abord, c'est pas un gros mot. Voilà. Bien au contraire, c'est les gens du pays. Je suis un paysan donc installé en 92 dans la Sarthe. Et comme tout bon Sartois, donc j'ai des volailles de louer. J'ai fait le choix en 98, suite aux crises de la vache folle, de passer en bio. Donc voilà, je fais partie de ceux qui avaient fait le choix depuis bien longtemps. Maintenant installé avec ma fille et mon fils. J'ai aussi dans mon histoire, parce que j'ai toujours été un peu militant et j'ai toujours eu, comme vous tous, cette envie des idées, en tout cas cette envie de porter la parole. Je me suis engagé dans le combat syndical dans un premier temps, où j'ai été membre du conseil d'administration de la FNSEA sous la présidence de Xavier Belin, secrétaire général, puisque j'y étais à ce titre-là, de la Fédération nationale bovine. Et à ce titre, j'ai été amené à travailler d'un peu plus près sur le sujet du CETA, par exemple, et de travailler sur une démarche, d'ailleurs, qui a inspiré plus tard la loi Egalim, qui s'appelait Éleveurs et engagés, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelais la guerre de la répartition de la valeur dans l'agroalimentaire. Et on avait avec Carrefour, Lidl, quelques grandes marques cherché à positionner l'agriculteur dans la répartition de la marge. Voilà, je vais parler plus loin sur ce sujet. On voit une petite présentation rapide pour vous dire, je suis d'abord et avant tout un paysan qui a les pieds dans les bottes et qui va aussi essayer de vous porter un message de terrain. On parle beaucoup d'histoire, on parle beaucoup des 70 ans. Il m'a semblé intéressant de revenir un peu sur l'histoire de cette Europe et de sa construction. Comme on dit chez nous, savoir d'où on vient, ça permet de savoir aussi où on va. Très rapidement, tout le monde le sait, mais je pense qu'il est intéressant de le répéter, cette Europe, en tout cas cette organisation européenne, s'est construite sur 2 piliers. Le premier, c'était la volonté justement d'instaurer une paix durable à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, d'une part, et d'autre part, alors que le continent européen et les Européens ont beaucoup souffert pendant les conflits de crise alimentaire, c'était d'instaurer, de mettre en place, d'avoir une volonté de souveraineté alimentaire. D'où la mise en place de la politique agricole commune, qui n'était en fait qu'un outil pour aboutir à l'objectif de souveraineté alimentaire et d'indépendance alimentaire du peuple européen. Cette première PAC, je pense qu'il faut toujours en revenir à la source, accroître la production de l'agriculture, assurer un niveau de vie donc évidemment équitable pour les populations agricoles, stabiliser les marchés. Ça a quand même été les fondamentaux. Et dans le raisonnement qu'on va voir tout à l'heure et dans le déroulé, je pense que de faire une toute petite parenthèse, parce que je ne vais pas aller plus loin que ça sur le sujet, il faut peut-être le garder. Il faut peut-être le garder dans un coin de l'esprit.
Donc on voit qu'on était dans l'ensemble des productions, on était justement en dessous de cette notion de souveraineté, et que très rapidement, je dirais même trop bien d'ailleurs, les agriculteurs ont répondu à l'attente collective en mettant en place des productions parfois excessives, puisque ça a été la difficulté des années 80 où il a fallu gérer des surplus. On revoit plus loin, et si le slide allait encore plus loin, que cette parenthèse des années 80 s'est vite apaisée, et on redescend dans de nombreuses productions en dessous du seuil, je veux dire, de flottaison. Pour moi, la crise ukrainienne est un révélateur de nos erreurs. Comment on a perdu cette souveraineté alimentaire? Moi, je considère que les années 90, il y a eu un basculement à ce moment-là, notamment au travers de la mise en place de 92, de cette politique, justement, qui a dissocié le soutien de l'acte de production, avec des données nouvelles qui étaient la jachère, qui était la conditionnalité des aides, et tous ces dispositifs qui ont pu être mis en place, qui, de mon point de vue en tout cas, oubliaient les fondamentaux de notre Europe et de ce que pouvait être la politique agricole commune. Je ne suis pas en train de dire, en tout cas, qu'il ne fallait rien faire sur les sujets environnementaux. Ceci dit, on a sans doute été peut-être radical ou trop radical sur certaines mesures, en oubliant les fondamentaux. Au travers d'une toute petite anecdote, c'est une phrase qui m'avait marqué. Donc au travers de mes responsabilités, il y a des colloques internationaux réguliers, donc j'avais participé quelques fois à des congrès internationaux. Je pense au congrès mondial de la viande bovine qui se tenait à Buenos Aires, de mémoire c'était 2015, avec le ministre américain qui était interrogé, donc qui intervenait au nom des États-Unis, et qui était interrogé sur une question sur le sujet de la souveraineté alimentaire. Et les traducteurs à l'époque, alors c'était le casque qui me disait ça, c'est une phrase qui m'était restée, la réponse 2015, la réponse du responsable politique était de dire que la souveraineté alimentaire des États-Unis était un élément à part entière de la défense nationale. On n'y touchait pas. C'est une phrase qui m'avait marqué. Alors après, évidemment, il déroulait en expliquant qu'il était prêt à nourrir le monde entier. Mais après, je veux dire, c'est de bonne guerre. Mais la parole européenne a toujours été, les quelques rassemblements internationaux que j'ai pu faire, la parole européenne a toujours été dissidente. Elle a toujours été atypique. Je me souviens, d'ailleurs à l'époque, ça avait fait... avec l'interprofession bovine nationale, on avait déposé une réclamation, puisque c'était des fonctionnaires européens qui intervenaient, et d'ailleurs qui disaient très clairement que, donc je parle de 2015, la population européenne n'avait plus d'attentes particulières en ce qui concernait l'acte de production, par contre avait des attentes en ce qui concernait les modes de production, le respect de l'environnement, le respect des bonnes voilà. Très honnêtement, nous étions déjà la seule grande puissance agricole qui parlait ainsi, quoi. L'Asie, par exemple, de par son histoire, mais a tenu des discours très fermes sur la capacité de tenir une autosuffisance alimentaire, de protéger ses populations, quoi. Déjà, l'Europe avait déjà lâché sur cette notion de protection de ses habitants et de consolidation de son alimentation. On a aussi eu des politiques successives qui ont donc oublié cet acte de production au profit des enjeux environnementaux et sociaux. Alors cette photo, je la trouve assez sympathique parce que derrière le titre, il y a aussi pour moi, il y a aussi le ressenti de l'agriculteur. Il faut aussi se mettre à la place de gens qui se sont vite trouvés perdus, quoi. Des gens à qui ont appris à faire un métier, à qui on a rapidement expliqué qu'en fait ce qu'ils avaient appris à faire devenait un gros mot et devenait en tout cas quelque chose qui était banni. L'acte de production a quand même été pendant bien longtemps quelque chose qui a été montré du doigt. Et je trouve cette photo
qui est assez parlante. Et dans la logique de cette politique agricole qui néglige l'acte de production, en tout cas qu'il sous-estime, évidemment, l'alimentation est devenue un secteur commercial comme les autres. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'au travers des négociations internationales, au travers des accords bilatéraux, on a considéré que ma veste, par exemple, n'avait pas moins d'important que le pain que je pouvais manger. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'au travers de ces accords internationaux, c'est vrai qu'on a largement fragilisé notre socle et qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. On parle beaucoup d'agriculture. Pour moi, c'est une notion qui devient un grand chapeau qui cache énormément de disparités. Et dans ce monde dit agricole, j'y mets deux grandes familles, une famille de l'élevage et une famille du végétal. Aujourd'hui, et ça je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit, de façon récurrente, on a un monde de l'élevage qui est sur le reculoir, qui est sur la défensive, et sur lequel certainement il faudra avoir un regard tout particulier. Pourquoi ? Une des raisons, là aussi on en parle peu, c'est que la matière première agricole, elle est aussi aujourd'hui elle n'est plus uniquement un support à la production de denrées alimentaires, elle est aussi un support de production d'énergie. Alors c'est le biofuel par exemple qu'on peut connaître aux États-Unis, ce sont les biocarburants. Là voilà, j'ai pris une image de méthaniseur. Je vais prendre l'exemple par exemple de la méthanisation, parce que je suis dans un secteur où il y a quelques outils qui se mettent en place. La valorisation d'un hectare de maïs avec des vaches laitières par exemple, sur une exploitation laitière, on peut parler, on va dire, de 1 500 € de l'hectare. Allez, voilà, c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir à l'esprit. Si vous le mettez dans un méthaniseur à pourrir et à faire du méthane, on est plutôt sur des notions de 4 000 € de l'hectare, quoi. C'est-à-dire que l'alimentation, ce qui se passe dans l'énergie, c'est ça que les élus que vous êtes, il faut aussi avoir à l'esprit. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer sur l'énergie a déjà une influence sur le secteur agricole en mettant en place des dispositifs de concurrence. Et ça explique, entre autres, la difficulté de l'élevage, parce que l'élevage est quand même une valorisation du végétal. Et la chose qui est un peu nouvelle, c'est que l'élevage n'est plus quelque chose de naturel. On a vécu des époques où, je prends l'exemple de la Bretagne, il y a beaucoup de Français parmi nous, des petites exploitations familiales mettaient en place des élevages de poulets, des élevages de porcs, qui permettaient de générer de l'activité, de générer du revenu supplémentaire pour faire vivre les familles. L'élevage n'est plus quelque chose de naturel. L'élevage sera une volonté politique ou ne sera pas. D'ailleurs, c'est vrai en Europe comme ailleurs. Je parlais tout à l'heure de l'Argentine. La pampa, je peux vous dire que derrière les clôtures, il y a quand même plus de soja que de vaches. Donc ce n'est pas non plus un phénomène purement français et européen. L'élevage, je me permets d'en dire quand même un mot, il y a quand même une particularité à l'élevage. C'est que l'élevage, c'est des dispositifs, c'est lourd, à rotation lente et qui demandent énormément de capitaux. Vous savez, il y a une parole paysanne qui dit que lorsque les vaches sont sorties des prés, on ne les revoit pas. Un hectare de blé, vous le faites au mois de novembre, au mois d'octobre, vous le semez pas. L'élevage, c'est des dispositifs qui sont lourds, et perdre l'élevage, il faut que les politiques que vous êtes, que nous sommes tous d'ailleurs à notre niveau, parce que il faut qu'on ait bien à l'esprit que ce que l'on va perdre, on aura les 1000 difficultés à le rattraper. Et la particularité de l'élevage, je vais parler des vaches de chez Vaugarny ou des œufs de chez Vaugarny, c'est que les œufs ou les vaches qui sont sortis de chez moi dans la Sarthe, c'est pas demain matin qu'ils seront transformés en Chine. C'est-à-dire que dans notre stratégie politique, malgré tout, on est très attentif sur les sujets d'occupation du territoire, d'aménagement du territoire, avec l'emploi qui va avec. L'agriculture et particulièrement l'élevage est un secteur qu'il faut regarder de près.
Donc voilà, je vous mets un accent tout particulier sur la situation de l'élevage. Alors, vous parliez, Gilles, tout à l'heure des plans stratégiques. Alors, vous me permettrez, mais écoutez, vous me permettrez de ne pas avoir tout à fait compris le plan stratégique français. Mais écoutez, il y a des gens qui... Ça, je ne suis qu'un modeste paysan avec ses bottes et certainement que j'ai pas le niveau suffisant pour comprendre la stratégie française. Mais en tout cas, lorsqu'on parle d'élevage, il y a un vrai sujet en France quand même. Autre point qui me semble intéressant d'avoir à l'esprit dans la situation actuelle, et en tout cas dans l'état des lieux actuel, c'est le recul inédit, j'ai marqué ça ainsi, de nos démarches de qualité. On vit une situation d'inflation que chacun d'entre vous connaît, et évidemment ça a un impact très fort sur l'acte d'achat du consommateur. On parlait sur le premier trimestre, on parlait de moins 6% par exemple sur le bio. C'est quand même des courbes qu'on ne connaissait pas, quoi. Et ça c'est vrai, vous voyez, moi je suis sartois et je connais d'un peu plus près un label qui s'appelle Loué, voilà, qui quand même qui est considéré quand même comme une petite référence nationale, on va dire ça comme ça, qui vit des moments pénibles où il y a des remises en cause très fortes, quoi. Donc voilà, ça fait partie des sujets en tout cas qui sont sur la table, dont on parle peu. On a quand même travaillé tous dans nos pays, dans nos États membres ou dans nos régions pour mettre en place justement des démarches particulières, ayant en tête quelque part le fait que la situation que l'on vit en tout cas fragilise considérablement ces démarches de qualité. Vous savez, moi par exemple, je suis producteur bio, je n'ai pas vendu volontairement, alors je vais vous choquer un peu, je ne vends plus d'animaux bio, j'ai fait le choix de ne plus vendre d'animaux bio depuis le début de l'année, enfin depuis le mois de février. Parce qu'à l'heure où on parle, les cours production sont les mêmes à quelques centimes près. Et de l'autre côté, on retrouve un produit à plus 20%. Et moi, je considère, alors voilà, je vous choque un peu peut-être, moi je considère en tout cas que c'est une tromperie du consommateur. Et qu'à ce titre, voilà, il y a un vrai sujet, derrière, qui est une position certes personnelle sur le sujet, malgré tout qui pose la pérennité de ces démarches. Slide suivant. Autre sujet sur lequel on ne peut pas, à mon avis, on peut pas se dispenser d'avoir un commentaire, c'est le sujet climatique. Indiscutablement, on vit des accidents qui n'en sont plus, puisque ça devient aujourd'hui une banalité. Donc le changement climatique, je pense que c'est un sujet qu'il faut, dans la gestion de la politique agricole et des stratégies qu'il faut avoir à l'esprit. Je pense en tout cas que la logique assurantielle est aujourd'hui complètement sur la table. On le fait déjà, on y travaille. J'ai eu occasion de regarder d'un peu plus près le dispositif américain. Donc, la politique américaine, comme vous le savez, Gilles, est complètement basée sur... alors, c'est pas parfait, parce que je sais que le secteur de l'élevage, par exemple, voilà, c'est un peu plus difficile. Il y a un vrai sujet, parce qu'il faut se dire la vérité, il y a un vrai sujet de réassurance derrière. Il y a aussi... alors moi qui m'avais un peu marqué sur le système américain, en tout cas, c'est aussi les frais de gestion, puisqu'on était à hauteur de, sans doute que vous le connaissez, on parlait de sommes de plus de 20%, par exemple, des montants qui étaient prélevés par les assureurs pour, entre guillemets, gérer les dispositifs qui me semblaient énormes. Bon, voilà, je le mets sur la table. Aujourd'hui, une exploitation agricole, c'est avant tout une entreprise. C'est une entreprise qui doit fournir des bilans, qui doit fournir des comptes de résultats, qui doit vivre. Et indiscutablement, la situation climatique oblige à avoir des dispositifs, on va dire, qui atténuent ces accidents naturels. Autre sujet complètement d'actualité, c'est le sujet de l'eau. Alors peut-être que dans 50 ans, nos enfants, petits-enfants, on aura trouvé la solution pour faire vivre sans eau.
À l'heure où on parle, en tout cas, agriculture, production de denrées, vie en général en tout cas, est égale à un minimum d'eau. On devra tous ensemble trouver un deal autour de l'utilisation de l'eau. La position personnelle qui est la mienne, je distingue l'eau potable de l'eau courante, qui est évidemment une priorité de l'eau potable au travers de la consommation humaine, évidemment. Enfin, en tout cas, moi, ça me semble une évidence. Par contre, qu'on soit en capacité de réserver, d'utiliser ce que je peux appeler l'eau courante ou l'eau perdue. Ça peut être les stations d'épuration, ça peut être tout ce que... Voilà, l'eau est quand même diverse. Qu'on ait une vraie réflexion sur un stockage et une utilisation prédestinée de l'eau dite courante sur l'agriculture, ça c'est un avis personnel, hein, on pourra tout à l'heure en débattre. C'est en tout cas quelque chose qui me semble difficilement, c'est un débat qu'on ne peut difficilement, de mon point de vue, occulter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait, aujourd'hui, les droits à polluer sont devenus marchands, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vendez des tonnes de CO2. Pour votre petite info, une tonne de CO2, 60 €, voilà, ça reste quelque chose de marginal. Dans ce dispositif, comme dans d'autres dispositifs, il y a une petite difficulté, c'est qu'en fait, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance de l'existant. Ça veut dire qu'on arrive dans des dispositifs, par exemple, où le berger des Pyrénées se trouve exclu de dispositif parce que lui, le pauvre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'a que ses bottes et son vélo pour monter. Donc lui, il a fait les efforts et ne peut plus les faire. Voilà, c'est une petite parenthèse qui montre aussi parfois... j'ai parlé du climat puisque le sujet carbone est plutôt lié à la situation climatique. Ceci dit, on a aussi parfois attention à tous ces dispositifs que l'on peut mettre en place, qui peuvent paraître bénins parfois ou qui peuvent paraître bien intentionnés, qui parfois sont détournés et peuvent avoir des effets néfastes sur le terrain. Vous savez, les filières agroalimentaires génèrent beaucoup de valeur et beaucoup de richesse. Je n'ai jamais fait partie de ceux, d'ailleurs on me l'a souvent reproché. Alors je l'ai peut-être dit une fois ou deux, mais je vous promets que j'ai vite changé de discours. Il y a souvent une phrase que vous entendez qui dit il suffirait que le consommateur paye 1 centime ou 2 centimes de plus pour que l'agriculteur puisse vivre. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet n'est pas là, il est dans la répartition de la valeur. Et c'est intéressant ce petit graphique, alors que je vous l'explique très rapidement. Avec une base de 98, vous prenez sur un même indice à la fois les prix à la consommation et les prix moyens payés aux agriculteurs. Avec au milieu, c'est les prix de revient. Si on était dans un monde idéal où tout fonctionne de façon linéaire et morale, ces trois courbes devraient se suivre. Puisque quand vous avez une matière première qui augmente, en théorie, vous avez donc un prix final qui augmente et inversement dans l'autre sens. Vous vous apercevez en fait, et la coupure elle arrive à 2000 ans, qui correspond à la crise de la vache folle, on s'aperçoit en réalité qu'en fait il n'y a plus de lien entre prix à la consommation et prix à la production. Et je pense que dans le dispositif EGalim qui a été mis en place, c'est le grand oublié du dispositif EGalim, c'est qu'on a, volontairement ou pas volontairement, en tout cas on n'a pas eu le courage de mettre le doigt sur ce que j'appelle la boîte noire. 2001 a été révélateur, ça veut dire que et ça croyez-moi que les distributeurs et les filières savent s'en servir, en fait les augmentations de prix à la consommation correspondent souvent à des accidents sanitaires. Et le prix est un objet de réassurance. Je vous la fais simple, c'est cher donc c'est bon. Donc 2001 a été à ce titre révélateur puisqu'il y a eu un effondrement des prix à la production et vous voyez en parallèle une augmentation à la consommation. Donc il faut avoir à l'esprit en tout cas que cette boîte de Pandore, à la fois vis-à-vis du pouvoir d'achat des consommateurs et
de la vie et du revenu des agriculteurs, ayez bien à l'esprit que cette déconnexion entre prix à la production et prix à la consommation, c'est une réalité. On a en France quelque chose qui n'est pas assez connu d'ailleurs, qui s'appelle l'Observatoire des prix et des marges, pour ceux qui connaissent, qui est présidé par le professeur Chalmin. Une petite structure d'État où il y a 4-5 fonctionnaires, les pauvres, qui font ce qu'ils peuvent, qui parfois, en tout cas, sortent des choses qui sont des rapports qui sont intéressants, qui malheureusement n'a pas les dispositifs suffisants pour imposer ces conclusions. Un œuf bio, donc je suis producteur d'œufs bio, un œuf bio qui sort de chez Vaugarny, il est payé 16 centimes. Cet œuf, ça reste un produit, il va être conditionné dans une boîte et quelques heures plus tard, il sera sur l'étal du consommateur et il sera à 50 centimes. Je fais partie de ceux qui pensent, en tout cas, que l'alimentation, c'est une ressource vitale pour les populations. Je suis pas pour, on est bien d'accord, je suis pas en train de défendre un système communiste rigide sur lequel il y a des prix d'État sur tout. Ceci dit, je pense, en tout cas, que des spéculations abusives ou en tout cas anarchiques ne sont ni morales ni acceptables. Alors j'ai mis en place de dispositifs de transparence du prix. Moi j'ai toujours plaidé, en tout cas, dans les grandes lignes. Lorsque vous allez faire vos courses dans un supermarché, il me semble à la fois légitime que vous ayez en tout cas un ordre d'idée du prix, de la partie du prix ou du montant qui correspond au producteur. À la limite que mon œuf qui vienne de chez moi, Leclerc ou Carrefour veuille le vendre à 1 euro, 1,50 € ou 2 € à la limite, peu importe. Par contre, que le consommateur ne soit pas au courant que cet œuf a été payé à un moment donné, je pense que c'est la façon, c'est mon point de vue, c'est la façon d'aborder ce sujet de cette boîte noire où on sent bien, ça fait 30 ans que c'est pas toi, c'est moi, entre les agriculteurs, entre les industriels et entre les distributeurs, il y a toujours cette guéguerre avec les pouvoirs publics au milieu qui sont un peu... Je pense en tout cas que de mettre en place une politique de transparence du prix, alors ça, là je suis en train de parler des œufs, c'est vrai sur les fruits et légumes, c'est vrai sur le lait. Bon, je suis d'accord qu'il faudra travailler sur les produits transformés, peut-être que les choses sont un peu plus compliquées, mais en tout cas, mettre en avant cette notion de transparence du prix, ça me semble quelque chose d'intéressant. Et comme je vous l'ai dit, c'est le grand oublié de la loi Egalim. Et la loi Egalim, par rapport au slide qu'on avait avant, voilà, en fait, elle ne fait qu'amplifier cette différence entre les prix à la production et les prix à la consommation. Les distributeurs ont vite réagi, Leclerc en premier, en disant, vous savez, on est obligé d'augmenter nos prix, ça date d'il y a 2 ans. Vous savez, les agriculteurs, désormais, les agriculteurs, vous savez, doivent vivre. Nous devons augmenter nos prix. Donc, et tout dispositif, de mon point de vue, dans cette répartition de la richesse agroalimentaire, tout dispositif, de mon point de vue en tout cas, qui ne met pas en place des dispositifs de transparence, et je fais confiance aux consommateurs, surtout à l'heure où on parle, loupera son objectif tôt ou tard. Faire des constats, vous serez sans doute d'accord avec moi, c'est un peu comme chez le médecin, je veux dire, c'est bien. L'ordonnance, c'est aussi quelque chose qui est pas mal. Le constat, voilà, je l'ai fait, en tout cas, je vous ai mis sur la table quelques pistes qui me semblent intéressantes, en tout cas, de creuser. Après, je vais sans doute pas être surprenant avec vous. Les outils, on en a un. C'est un outil opérationnel, c'est un outil qui fonctionne, qui s'appelle la PAC. Voilà, j'invente pas l'eau tiède en vous disant ça. J'étais la semaine dernière, je suivais une vidéoconférence de Ciolos, votre collègue, ancien commissaire européen. D'ailleurs, ça me semblait intéressant qu'il lui-même, d'ailleurs, disait que je dis que cette nouvelle PAC est déjà obsolète. Vu le contexte inflationniste et vu le révélateur ukrainien,
lui-même affirmé, en tout cas moi je suis dans cette logique-là, qu'il faudra sans doute, cette révision en mi-parcours, il faudra sans doute réouvrir le dossier sans doute plus rapidement que prévu. Et alors je ne vais pas vous surprendre, par rapport au déroulé que j'ai pu vous faire, revenir aux fondamentaux. Je veux dire, cette politique, elle a quand même été créée pour assurer une forme de stabilité alimentaire de notre continent européen. Il faut revenir aux fondamentaux. Je ne fais pas partie de ceux, et je suis clair là-dessus, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de vous expliquer qu'il faut balayer d'un revers de la main toutes les exigences agro-environnementales, qui sont d'ailleurs logiques, parce que de mon point de vue, en tout cas, c'est aussi un outil de protection vis-à-vis de l'extérieur. Mais malgré tout, il faut qu'on trouve un équilibre. Et Gilles et Jean-Paul, je sais que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, cet équilibre, il nous assure pas, en tout cas, le minimum pour notre population. Autre chose, Gilles, et je sais que c'est un sujet, en tout cas pour moi, je l'ai vécu, l'adaptation nationale, parce que vous savez, l'Europe, moi je l'ai vécu et vous le vivez tous les jours, c'est entre nos amis baltes et puis l'Allemagne qui peut avoir un point de vue différent, les pays du sud de l'Europe un peu plus latins ça reste, voilà, il y a des histoires qui sont complètement différentes, il y a des niveaux qui sont complètement différents. Moi, je pense que l'adaptation nationale telle que vous l'avez portée, Gilles et Jean-Paul, en tout cas, c'est une très bonne mesure qui permet d'avoir une réactivité. Voilà. C'est-à-dire qu'au travers d'une politique qui, de mon point de vue, doit affirmer certains fondamentaux, elle permet aux États membres, selon le contexte particulier de son territoire, d'avoir une posture, on va dire intelligente, une posture adaptée au contexte. En tout cas, cette adaptation nationale, je pense que non seulement il ne faut pas la perdre, mais il faut l'accentuer, quoi. Pour votre petite info, je ne fais pas l'unanimité professionnellement en parlant de ça, quoi, parce qu'on me dit, mon ami, tu es en train de mettre en place une distorsion communautaire. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire le débat que vous connaissez tous. Le débat qu'on est en train de tenir, là, la déjà-gré n'est pas dans cette logique, en disant que pour l'instant, les chiffres consolidés qui sont là, on parle de ressenti, de rumeurs. Ce n'est pas quelque chose d'avéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille, alors les États membres, vous le connaissez, on travaille sur des chiffres consolidés, c'est-à-dire les analyses qui sont faites par l'administration bruxelloise aujourd'hui, pour être très concret, portent sur des situations de 2019. On a un monde qui bouge à une telle vitesse que si vous avez 3 ans de retard, objectivement, je vais vous dire, mais alors vous êtes hors jeu. Alors, quand je dis mise en place de dispositifs communautaires plus réactifs, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité, au regard des situations internationales qui bougent très vite, il faut qu'on soit en capacité de mettre en place des dispositifs qui nous permettent de réagir vite et d'adapter, s'il y a besoin d'adapter nos dispositifs. Slide suivant, pardon. Alors, évidemment, la suite de ce que je dis, c'est une nouvelle approche, évidemment, vis-à-vis de ces accords de libre-échange où, de mon point de vue, on doit avoir une logique beaucoup plus protectrice. Il est évident que nos normes de production doivent être un bouclier non négociable et c'est quelque chose qui ne se bouge, c'est évidemment quelque chose qui ne se bouge pas, quoi. Je vais vous dire quand même quelques points là-dessus dont on entend peut-être un peu moins parler. C'est notamment la notion de modèle agricole. C'est-à-dire que dans les négociations internationales, il y a aussi une reconnaissance de réciprocité des modèles. Et quand vous perdez cette puissance commerciale, vous perdez aussi le modèle qui va avec. Et pour moi, le bon exemple, c'est le sujet des OGM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une recherche qui n'est plus, il n'y a plus de recherche publique. Vous êtes sur des recherches qui sont privées. Et par exemple, dans le monde, à l'heure où on parle, la recherche génétique sur le non-OGM ne se fait plus. Parce qu'il y a un leadership américain qui fait que le modèle agricole
américain est quand même devenu un modèle qui est en train de prévaloir dans le monde. Donc ça veut dire que conserver une puissance, c'est ça que je veux dire au travers de ça, c'est-à-dire conserver une puissance, avoir une position, on va dire, dure sur notre modèle agricole, c'est aussi vis-à-vis des consommateurs, leur garantir pour demain une alimentation qui correspond à ce qu'ils ont souhaité dans leurs ambitions politiques. Alors oui, je parle évidemment de l'exception alimentaire. Voilà, alors moi je considère qu'on ne doit pas mettre sur un même plan une chemise, un crayon ou une voiture qu'un bien vital que s'appelle l'alimentation, qui, on sait derrière, est un vecteur majeur de la santé publique. L'alimentation est sans doute un des seuls secteurs dans le monde qui est en train de se recomposer, sans doute un des seuls secteurs dans lequel on pourra exister demain. Souveraineté, pour moi, vous voyez, c'est... Alors, je vais vous provoquer un petit peu, c'est un peu fait pour ça. C'est déjà une position défensive. On doit aller au-delà de ça. L'énergie, par exemple, vous voyez bien que sur l'énergie, évidemment qu'on sera dans un dispositif où on va déjà essayer de s'en sortir nous-mêmes parce qu'on n'a pas la ressource, quoi. L'industrie, la Chine, l'Asie a quand même pris une longueur d'avance. Le monde de la finance, on sent quand même que le modèle américain et les États-Unis sont quand même, voilà, ils ont quand même une longueur d'avance qui est notable. Je pense que dans ce monde en recomposition, l'Europe existera politiquement et sera influente. Je ne c'est pas le seul parce qu'on peut débattre d'autres sujets. En tout cas, ça sera un des secteurs dans lequel elle peut demain continuer d'exister. Parce que si on enlève l'alimentation, si on considère que l'Europe n'est plus un continent fort en termes d'alimentation, il restera, de mon point de vue, plus grand-chose. On est aujourd'hui 8 milliards, j'ai cru comprendre qu'on sera 10 demain ou après-demain. Il est indiscutable que, en tout cas la crise ukrainienne a pu montrer que les sujets alimentaires font partie à part entière de notre capacité de stabilité ou pas. Et par rapport à la dernière partie de mon intervention, je pense que l'Europe a rendez-vous avec l'histoire. Le rendez-vous, c'est un CDD, c'est pas un CDI, c'est-à-dire qu'il faudra être en capacité, je pense, de proposer un schéma rapidement, puisque les choses vont vite. Malgré tout, moi, je reste très optimiste. Donc, j'ai mis la richesse, la sécurité, la diversité, la qualité des savoir-faire de nos nations font de l'Europe la référence mondiale du bien manger. Avec une politique qui remet l'acte de production au cœur de notre stratégie, l'Europe peut encore inverser son déclin actuel, qui n'est pas une fatalité. Est-ce que vous pensez que le bio a de l'avenir au sein de l'UE, ou est-ce que parce que moi j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs qui sont passés en bio, qui nous disent que les critères sont tellement compliqués que finalement on est un peu plus heureux en conventionnel, surtout quand on sait que le bio qui ensuite est distribué ou est mis en grande surface est mis en concurrence avec un bio brésilien, sud-américain au mieux, dont on sait qu'il vaut mieux manger du conventionnel français que du bio brésilien, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez que dans la décennie qui nous attend, et peut-être dans l'optique pour l'Europe de faire de l'alimentation et de l'agriculture un de ses atouts dans les décennies qui viennent, est-ce que le bio compte, ou est-ce que quel est votre regard dessus? Parce que je crois savoir que vous-même vous êtes en bio. C'est une très bonne question, Monsieur le Président. Généralement, quand on dit ça, je dirais qu'il y a plusieurs questions dans la même. Donc, effectivement, on l'a abordé. Il y a deux sujets derrière le bio. Je passe le sujet. Je considère que dans les accords, en tout cas dans les relations commerciales internationales, effectivement, je l'ai dit. On ne passe pas, en tout cas, sur nos standards. Que quelque chose qui soit étiqueté bio ne corresponde pas, en tout cas, ça s'appelle une tromperie du consommateur. Voilà. Donc là-dessus, je suis très clair.
Le vrai sujet, par contre, qui est évoqué, c'est le sujet du prix. J'évoquais tout à l'heure voilà, le fait que, vous voyez, moi je suis producteur bio depuis 98. C'est la première fois, ça fait quand même 25 ans quand même, un petit peu. C'est la première fois aujourd'hui je me pose réellement la question. Et la réponse à cette question, elle va surtout dépendre de notre capacité, tant vis-à-vis des producteurs que du consommateur, de répartir la richesse. Vous voyez, un œuf bio qui est sorti de chez Vaugarny dans la Sarthe, il sort... alors les œufs qui ont été faits, je n'ai pas ramassé aujourd'hui, donc sortent de chez moi à 16 centimes. Ils seront vendus demain soir, parce que tout ça, ça va très vite. Ils seront vendus 50. Cette notion, alors ça c'est vrai sur des produits non transformés, vous pouvez trouver la même chose sur des fruits et légumes. Vous pouvez trouver... Ce que je veux dire au travers de ça, et je prenais l'exemple des bovins chez moi, j'ai fait le choix, je suis producteur bio de bovins, je ne vends plus de bovins bio depuis le début de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prix producteur qui a quelques centimes près exactement le même que celui qui est payé au conventionnel, et je vais avoir un produit final qui va être vendu au consommateur à 20% d'écart. Je considère, alors ça c'est une position personnelle, que certes je fais un bon produit, n'empêche que je trompe le consommateur. La réponse très claire à la question que tu poses, elle sera aussi dans la capacité que l'on aura de moraliser les échanges commerciaux qui se font autour de l'agroalimentaire. Pas spécialement. Oui, alors je sais qu'il est de bon ton de taper. On est entre nous parce qu'on doit se dire les choses. La famille que j'honore, hein, la famille Beignet, voilà, c'est quand même. Moi, j'ai connu, je suis sartois, c'est juste à côté. C'est quand même des gens qui, pour ceux qui sont du secteur après-guerre, avec quelques camions pour transporter du lait, c'est la 9e fortune de ce pays. Enfin, l'agroalimentaire en général génère beaucoup de richesses. Les filières de qualité dans leur globalité, c'est vrai pour le bio comme pour les autres, aujourd'hui se retrouvent dans des positions extrêmement difficiles parce que jusqu'à présent, les pouvoirs d'achat faisaient en sorte que, aujourd'hui, ils sont confrontés, comme tu le dis d'ailleurs, à ce mur du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il fera, entre autres? Leur capacité de passer ou de ne pas passer, ça sera la capacité que l'on aura aussi à un moment donné à avoir un regard. Et c'est ce que je reproche à la politique qui a été mise en place Egalim. Je ne sais pas si tu étais là lorsque j'en ai dit 2 mots. C'est le grand absent. Il ne se fera rien d'efficace dans cette répartition de richesse tout pendant qu'on n'aura pas la notion de transparence. Il faut absolument qu'on mette en place des dispositifs qui soient... alors, ça, c'est ma position personnelle. Hein, ça peut se débattre. Je parle des œufs, par exemple. Que Leclerc veuille vendre mes œufs à 1,50 € ou 2 €, à la limite, moi, pourquoi pas, quoi. Par contre, moi, ce qui me choque le plus, c'est que les personnes qui vont acheter, le cas échéant, les œufs 50 centimes, ne sachent pas que l'œuf qui vient de chez moi, il a été payé 16 centimes. C'est-à-dire qu'on tourne sur ce sujet de la répartition de la richesse dans ce pays, on tourne en rond depuis 30-40 ans. Entre la distribution, entre l'industrie, c'est pas toi, c'est moi. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité, et je fais confiance aux consommateurs dans cette histoire. En tout cas, instaurer ce principe de transparence, moi en tout cas, ça me semble quelque chose d'intéressant. On a un petit dispositif en France que tu connais peut-être, qui s'appelle l'Observatoire des prix et des marges. Bon voilà, dont on parle peu, qui n'a pas beaucoup de moyens. Ceci dit, c'est embryonnaire, hein, faut se le dire. Mais enfin, le dispositif peut être intéressant. Par contre, je vais être court et je termine. Oui, aujourd'hui, le travail de qualité, c'est vrai pour le bio, c'est vrai pour les labels, c'est vrai pour les AOP. Le travail de qualité qui a été mené sur le territoire européen et dans l'ensemble des États membres, aujourd'hui, il est en difficulté. Il est même la survie de nos dispositifs de qualité. En général, le bio est emblématique, je suis d'accord. C'est sur la table, effectivement, oui. Parce que le mur de l'inflation qu'on n'a pas vu venir, et je comprends les gens, hein, enfin, je veux dire, quand tu as beau, enfin, on a beau tous être convaincus que
que d'acheter, c'est mieux. Il n'empêche que quand il reste plus que 10 € dans le portefeuille et qu'il faut, eh ben, moi je suis comme les autres. Des circuits courts qui, justement, encouragent en plus une production française, du localisme. Or, on a vu qu'il y avait quand même quelques limites à cela. Et jusqu'où cela peut-il aller? Parce que, quand même, c'est une question qu'on n'a pas vraiment abordée jusque-là ce soir. Il est évident que c'est quelque chose qu'on aurait pu aborder. C'est notamment les marchés publics, à travers du mieux-disant, c'est-à-dire la capacité que l'on a dans les appels d'offres de ne plus prendre uniquement l'aspect financier, mais également l'aspect qualitatif, bien entendu. Et là, on est dans de la posture politique pure et dure. Bien entendu qu'on doit être en capacité de faire travailler notre industrie, nos productions locales. Le localisme au sens... alors là, on prêche un convaincu, quoi. Dans son sens large, évidemment qu'on prêche un convaincu. Lorsqu'on nous fait des leçons de morale, surtout en agriculture, lorsqu'on nous sort des leçons de morale sur la pollution de l'agriculture, et que dans le même temps, ces gens-là vous signent des 2 mains et des 2 pieds potentiellement des accords internationaux avec la terre entière, ah mais franchement, évidemment que dans la logique de coexistence entre des politiques de territoire, entre des politiques respectueuses de l'environnement, il est évident que le localisme, la préférence locale, dans son sens large, puisque voilà, local, ça peut, enfin, sa préférence de proximité en tout cas, est une réponse tout à fait adaptée également. Alors, enfin, juste après j'arrête, je vais laisser la parole à la salle, mais je veux dire, est-ce que vraiment on a besoin, alors dans ces conditions, de la grande distribution? Parce que quand on voit qu'en l'espace d'une journée, on passe de 16 centimes l'œuf à 50, je veux dire, on peut se dire, mais est-ce que tu as besoin de la grande distribution pour vendre tes œufs, quoi? Vraiment? Ou est-ce que tu peux faire autrement? Parce que c'est là que... Alors après, bon, c'est pareil, on est entre nous, on se parle à bâton rompu, on se parle... oui, bien sûr, je fais partie de ceux qui vendent les circuits courts et circuits locaux. Ceci dit, il faut quand même être clair, quoi. La région parisienne, demain matin, on va pas, voilà. Donc, si on veut à un moment donné regarder un peu, c'est peut-être la différence entre moi et Europe Écologie, enfin entre nous et d'autres. Bon, soyons un peu réalistes. Il est évident qu'aujourd'hui, on va pas comme ça tirer, rayer comme ça des habitudes ou des lieux de consommation ou des lieux comme ça de... Oui, bien sûr, je pratique moi-même une activité de vente directe. Je ne vais pas dire que je vais pas tirer dessus. Ceci dit, je sais qu'on ne peut pas raisonner au niveau d'un pays, on ne peut pas raisonner au niveau d'un continent uniquement sur des... Il y a de la logistique, il y a des cités urbaines qui font que les choses, voilà. Alors, je voulais savoir si dans les autres pays, il y avait, ils partageaient en Europe et on partageait un peu ces points de vue. Ils avaient les mêmes problématiques ou ils ont d'autres enjeux. De l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, enfin voilà, des gens avec qui qui sont aussi des nations agricoles. Et je voulais savoir votre point de vue de syndicaliste en fait sur le système syndical agricole français. On a des modèles européens extrêmement différents. D'ailleurs, la France a une petite particularité parce que son modèle agricole, que je vais dire paysan, quoi, avec l'agriculteur qui a toujours son petit lopin de terre, il y a des modèles extrêmement différents. Les Pays-Bas, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui a un modèle beaucoup plus intégré. Après, il y a les nouveaux entrants qui sont plus nouveaux entrants maintenant, le bloc de l'Est où on joue complètement sur la carte du prix, par exemple. Voilà. Donc il y a la réponse. La présentation que j'ai faite là, elle a quand même une certaine saveur française quand même. Il faut l'avoir à l'esprit. Dans le désarroi paysan, il y a aussi cette dimension de... par rapport aux réglementations, j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens pas, mais aussi par rapport à la représentation. J'ai toujours été, alors on m'a parfois traité de poujadiste,
j'ai toujours, en tout cas, été très attaché au fait de ne jamais oublier d'où je venais et de porter la parole des gens, même si parfois vous pouvez vous dire, voilà, parce qu'entre la cour de Coursebeu et la commission, la DG Agri, par exemple, voilà, il y a des niveaux. Ceci dit, oui, il y a aujourd'hui un syndicalisme qui parfois se coupe, volontairement ou involontairement, qui se coupe de la préoccupation quotidienne, du mal-vivre. C'est une réalité. J'avais commencé ma entre guillemets, voilà, ma vocation syndicale avec quelqu'un qui s'appelait Raymond Lacombe, qui, comme d'autres, parce que tout le monde fait des erreurs dans sa vie, et puis tant mieux d'ailleurs, parce que s'il y a des gens qui faisaient une connerie, ça serait quand même bien dommage, qui parlait paysans, voilà. Et aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, très peu d'agriculteurs en tout cas, se retrouvent dans le syndicat majoritaire. Et c'est un milieu qui souffre, à mon avis, de diversité de paroles, oui. Sur la loi Egalim, je n'ai pas tellement compris ce que vous voulez. Je reprends votre exemple. Vous aimeriez que au supermarché, il y ait marqué 16 centimes donnés à l'aviculteur. Voilà, c'est une question. La loi Egalim, pour faire simple, ce que j'ai voulu dire, c'est que la loi Egalim peut aussi être une machine à faire de l'inflation. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, lorsque le dispositif s'est mis en place, la première chose qu'a dit Leclerc, mais vous savez, on va être obligé, mes bons amis, on va être obligé d'augmenter ses prix. Parce qu'il va falloir rémunérer les agriculteurs. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Ce que je dis, c'est que si on a envie d'avoir un dispositif sérieux, un dispositif sérieux et durable, on ne peut pas passer au travers du fait de mettre le doigt dans la répartition de la richesse. Avoir un dispositif qui, en tout cas, prévoit un affichage clair de la part du prix qui correspond à la rémunération du paysan, c'est peut-être idiot, je pense que le mettre sur la table, ça a le mérite d'être sur la table. Voilà. J'ai une question subsidiaire d'actualité. On est en train d'abolir tous les contrôles pour l'Ukraine. Et notamment avec un vrai problème sur les poulets ukrainiens. Puisque les poulets ukrainiens viennent d'un seul, à 92%, c'est pas moi qui le dis, c'est une radio de gauche qui s'appelle France Info, et RFI, à 92%, tous les poulets ukrainiens viennent de la même société qui a son siège en réalité à Londres et qui n'a rien à voir avec la petite agriculture. Est-ce que vous avez déjà un impact pour vous là-dessus ? Un produit alimentaire, ça rigole pas. Alimentation égale santé. On doit avoir une rigueur absolue sur ce qui se passe. Voilà, les choses sont claires sur ces sujets-là. Et trop de personnes... Et quand je dis trop, c'est quasiment institutionnel, ce que je suis en train de dire. Peu de personnes on partage la phrase que je viens de sortir. Le produit alimentaire, ce n'est pas un produit comme les autres. Et je trouve que la loi du commerce l'emporte trop souvent sur la raison. Alors des exemples comme ça, on peut... Voilà, il y en a eu d'autres, oui. La réponse à ça, c'est... On doit être beaucoup plus rigoureux sur ce qu'il rentre sur nos territoires et le contrôle qui va derrière. C'est bon ? Oui Thierry, la dernière question, vas-y. Un chiffre, parce que bon, je suis plus... La GMC, c'est combien en France ? 90% ? Oui, à peine, parce que maintenant il y a le commerce en ligne qui est en train de 85%. Quoi. Ouais. Voilà. Je dis ça simplement parce que au niveau du RN, parler que du localisme, c'est bien, mais 85% des ventes, c'est en grande et moyenne surface. Donc il faut aussi trouver... Non ? Non, moi je suis pas... le localisme, donner la priorité à... Enfin, en tout cas, mettre dans l'acte commercial la provenance et la proximité, pour moi, c'est absolument pas antipathique avec le lieu, la GMS.
je vois pas, enfin moi en tout cas, je vois pas ça comme ça. Acheter chez le producteur, moi j'étais maire d'une ville de 10 000 habitants, on peut le faire, mais maintenant j'habite le 17e arrondissement à Paris, c'est difficile. Oui, c'est ce que. Alors la question, je ne sais pas si tu étais là, voilà, je me répète peut-être. J'ai répondu tout à l'heure. Alors évidemment, moi je suis assez à l'aise pour en parler puisque je fais de la vente directe sur mon exploitation. Évidemment que je n'ai pas de sujet là-dessus. Ceci dit, ça va peut-être un peu la différence avec mes amis d'Europe Écologie Les Verts. Très sincèrement, 70 millions de personnes, des métropoles urbaines qui ont les dimensions. Demain matin, chacun prend le vélo pour aller à la ferme cueillir ses fruits. Non, mais voilà. Enfin, objectivement, aujourd'hui, on a des dispositifs de consommation qui sont en place. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui défendent bien sûr la GMS, qui sont pas. Enfin, ça fait partie. C'est dans le paysage, voilà. Et on doit, tout du moins dans un premier temps, on doit être en capacité de travailler. Et c'est sans doute trop facile, parce que ça permet à certains politiques aussi de se dédouaner, de montrer du doigt quelqu'un en disant voilà, tout est de sa faute. Il y a, je pense, des dispositifs à faire, à mettre en place, avec des circuits de distribution que j'appellerais conventionnels. Bien, merci beaucoup Pierre.